Salut tout le monde, je suis Geoffrey et souvent dans les commentaires d'écran large on vient me dire que j'aime rien. Alors est-ce que ça me donne envie de me remettre en question? Franchement absolument pas. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Thor 4 intitulé Love and Thunder parce que c'est vraiment pas bien. Non, tu ne ressembles pas aux autres dieux que j'ai tués. Tu as une chose pour laquelle te battre. C'est tellement pas bien qu'à la sortie de la projection, toute l'équipe a passé 15 minutes sur le trottoir à en parler, entre rire et rage. Et c'est tellement raté qu'on a ensuite eu des débats pour savoir si c'était pire que les pires Marvel, et on était à deux doigts de s'engueuler pour hiérarchiser la médiocrité. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet et justifier les insultes clairement qui vont arriver dans les commentaires, petite note personnelle. Quand on parle de Marvel, tout le monde a ses préférés et ses coups de cœur, ça c'est bien normal, et souvent moi je trouve que ça aide de savoir qui aime quoi quand on discute. Donc si jamais ça peut vous aider à me détester plus vite ou me tolérer un peu plus longtemps, je pense que les meilleurs Marvel, c'est le premier Les Gardiens de la Galaxie, le premier Captain America, Avengers 1 et Infinity War, les Éternels et éventuellement Captain America 2 et le premier Ant-Man. Et je trouve que Thor Ragnarok, c'est pas mal sans plus, donc pour moi le réalisateur Taika Waititi c'est ni un génie, ni l'antéchrist. Alors pourquoi Thor 4 est si raté? Alors comme j'ai la flemme aujourd'hui, j'ai décidé de résumer ça en 5 raisons comme tout bon youtubeur en carton. 5 raisons qui en font un film non seulement mauvais, mais également une nouvelle démonstration de tout ce qui va pas et du gros n'importe quoi qui règne dans le MCU. Mais avant ça, petite pause. Hey, désolé d'interrompre votre vidéo, mais je suis là pour vous parler de notre partenaire Filmo. Filmo, c'est une plateforme de SVOD qui propose des films à la carte, mais aussi via un abonnement qui est juste tout bonnement dingo. Mais pourquoi est-il aussi fou? Eh bien parce que quels que soient vos goûts de cinéphile, votre curiosité devrait y trouver son compte puisqu'on peut y voir des pépites super rares, comme de grands succès du cinéma populaire et autoriste et autres belles surprises. Il y a 2 semaines d'essai gratuit, puis un tarif à 6,99 € par mois, le tout sans engagement. Et avec le code promo ELFILMO, disponible dans la description de la vidéo, vous pouvez profiter de 2 mois gratuits, les types pas belle la vie. Et en ce moment il y a plein de super choses sur Filmo pour l'été. Alors moi justement j'avais envie de revenir pour vous sur 2 films qui m'ont tapé dans l'œil. Le premier c'est Before Midnight de Richard Linklater. Alors Richard Linklater, vous le connaissez peut-être pour le génial Boyhood qu'il a intronisé en roi absolu d'un naturalisme touchant où il filme avec tendresse les corps vieillissants de ses acteurs à travers le temps. Mais avant ça il avait déjà tout déchiré avec sa saga du Before comme on l'appelle, qui a donc commencé avec Before Sunrise, flânerie dans laquelle Julie Delpy et Ethan Hawke se rencontrent à bord d'un train et décident sur un coup de tête de passer une journée romantique ensemble. Et Before Midnight, c'est le 3e volet de cette trilogie démente où l'on retrouve les 2 personnages enfin mariés et avec des mioches, après plusieurs rendez-vous qu'on pourrait juger de manquer. Et si Linklater s'attache à la peinture d'un romantisme toujours aussi beau, il s'intéresse aussi à une certaine déliquescence des sentiments et au travail que nécessite une relation qu'on veut construire sur le long terme. Alors c'est un opus plus désenchanté que les précédents, mais c'est justement ce qui fait sa force, notamment dans quelques séquences d'engueulade absolument virtuoses. Et l'autre film qu'on vous recommande, c'est un grand film maudit et très difficile à trouver. Il s'agit de La Forteresse Noire de Michael Mann. Alors si vous êtes fan de Heat, du Dernier des Mohicans ou de Collatéral, il est juste indispensable que vous découvriez le 2e film du réalisateur, qui est en plus sa seule incursion dans le domaine du fantastique. On y suit une invasion nazie dans un petit village de Roumanie où les troupes allemandes investissent une vieille forteresse qui renferme une menace mystique. Et j'ai pas tellement envie de vous en dire plus, mais sachez qu'entre sa photo très années 80, la musique de Tangerine Dream et sa noirceur toute Lovecraftienne, La Forteresse Noire c'est juste un film fascinant, malheureusement meurtri par une production houleuse. Ça a d'ailleurs amené le studio Paramount à grandement ratiboiser ce projet lancinant qui devait à l'origine s'étaler sur 3 heures. Alors en plus, Michael Mann a confirmé lui-même qu'une director's cut ne verrait jamais le jour, donc n'hésitez pas à vous plonger corps et âme dans ce grand film bizarre qui possède de très beaux élans d'horreur cosmique, et surtout n'oubliez pas de vous abonner à Filmo. Alors, première raison de la nullité, l'action. Soyons honnêtes, Marvel est largement défini comme du cinéma d'action, avec certes de l'humour, de la fantaisie et du faux drama, mais a priori une large portion du public y va pour en prendre plein les yeux niveau baston et action. Surtout avec un personnage comme Thor, qui contrairement à des figures plus terriennes comme Black Widow, Shang-Chi ou Spider-Man, offre beaucoup plus de possibilités grâce à sa place cosmique et ses pouvoirs gigantesques. Après 2 premiers films Thor qui étaient, soyons honnêtes, très sobres, voire franchement très chiants, Ragnarok avait ouvert la piste aux étoiles avec un feu d'artifice de couleurs, de paillettes et de kitsch assumé, alors qu'on aime ou pas, c'était dans tous les cas une nouvelle orientation. Love and Thunder continue sur la même lancée, mais justement on a déjà vu tout ça. Et en mieux, puisque même si je trouve Ragnarok pas très mémorable, c'était déjà mieux que ça. Donc l'effet de surprise n'est plus là. Ce qui est déjà clair et net pour moi avec Love and Thunder, c'est que je ne vais retenir aucune scène d'action de ce film, sauf peut-être une idée ou un moment un peu cool qui dure, allez on va dire 1 minute 50, et reste donc au moins 1h40 de film à côté. En gros, il n'y a pas de vraies bonnes scènes d'action. Ce sont à chaque fois des affrontements qui sont très attendus, pas très longs, pas très fou, c'est vraiment le b.a.-ba du genre, que ce soit au niveau des décors, des chorégraphies ou de la mise en scène.
Le climax est probablement l'un des plus chiantissimes du MCU, et en même temps c'est sûr qu'au bout de 72 films, ça exige une dose de réflexion un peu plus poussée pour offrir quelque chose de spécial. Ici tout le monde semble convaincu qu'on peut économiser ça en collant, allez on va dire 2 perruques, 3 tubes de Guns N' Roses et à ralenti toutes les 6 minutes, à vous de voir, mais moi je dis que ça ne marche pas du tout. Tout ça est vraiment du pilotage automatique, on dirait que tout le monde s'en bat les steaks, clairement. À côté de ça, Ragnarok a gagné 15 points de cinéma pour dire à quel point c'est pas bon. Et le pire c'est que Love and Thunder au fond n'est pas vraiment mal filmé, c'est pas une honte niveau découpage et visuellement c'est une trace de pneus multicolores sur fond vert et c'est assumé donc c'est pas vraiment un problème. Mais face à tout ça, moi je me dis juste, on est face à un produit moyennement bien fait et fini qui ne donne ni envie de s'énerver, ni envie de s'extasier. Voilà, encore une fois, c'est la victoire du tiède, établi comme le modèle suprême du blockbuster à digestion rapide. Thor 4, c'est certainement pas le premier de cette série, c'est malheureusement pas le dernier, soyons honnêtes, mais ça n'empêche que ça donne envie de bâiller et de préparer sa liste de courses. Ce qui franchement est quand même triste parce qu'on est face à un blockbuster à 250 millions de dollars, c'est la fourchette haute des blockbusters Marvel quand même. Deuxième problème, le rythme. Alors j'ai pas envie d'être méchant mais bon c'est naturel chez moi donc tant pis. La manière dont Thor 4 est raconté, ça m'a un peu rappelé des horreurs récentes comme Morbius et Venom. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'on est face en fait à un paradoxe de l'extrême. D'un côté tout va super vite, tout est raconté à 100 à l'heure, il y a toujours un truc qui arrive, qui vient perturber, interrompre une scène, que ce soit à l'intérieur du film ou à l'extérieur avec une musique par exemple. Et en même temps c'est étonnamment plat, mou et pas rythmé. Tout simplement parce que je pense que Taika Waititi, qui a écrit ce truc avec Jennifer Kaytin Robinson, ne laisse absolument aucune place à quoi que ce soit. Un peu comme s'il confondait la vitesse avec l'efficacité ou le bruit avec la musique. Il est incapable de rester sur une scène pour construire la moindre petite escalade, que ce soit dans l'émotion, dans l'action, même l'humour, ce qui est sa marque de fabrique. Il n'y a aucune notion de tempo, d'accélération, de ralentissement, bref, aucune notion de rythme. C'est juste une suite de scènes vaguement collées les unes aux autres, et je vous jure qu'il y a des moments où vraiment je me suis dit, c'est pas possible. Il manque des images, il manque une scène, il manque un truc pour qu'on comprenne. Tout ça semble avoir été assemblé n'importe comment, en dépit du bon sens et quitte à foutre en l'air un personnage, un enjeu ou surtout des idées majeures dans le scénario. C'est comme prendre un train en marche, conduit par un gamin hyperactif qui a bu 2 litres de Dr Pepper, alors ça a l'air drôle dit comme ça c'est sûr, mais en fait très vite on sature, on a juste envie de l'assommer et c'est l'effet que fait ce film. Thor 4, ça dure environ 2 heures, ce qui est à peu près normal pour un Marvel, mais en temps ressenti c'est 2h50 franchement. Troisième raison, Thor qui s'impose de plus en plus comme l'un des personnages les plus mal écrits et gérés du MCU. Alors bien sûr, personne ne s'attend à de la grande écriture, le blockbuster reste de la psychologie de comptoir PMU, aucun problème avec ça vraiment. Sauf que Thor 4 essaie pour la 28e fois de faire quelque chose avec Thor. Donc encore une fois, on nous refait le coup du Thor un peu déprimé, en crise existentielle, déconnecté de la vie, un peu seul, surtout un peu con. On aura donc droit pour la 72e fois à la rédemption du débile le plus musclé de la galaxie qui va reprendre un peu sa vie en main, se reconnecter à ses émotions, son humanité et le petit cœur caché derrière ses gros pectoraux. Si vous avez l'impression que c'est un disque rayé, moi aussi, et franchement c'est normal. À ce stade, on a limite l'impression que Thor est rebooté tous les 2 films et que plus personne ne sait quoi en faire. Depuis le premier film, le personnage, c'est censé être quelqu'un qui a un peu ravalé son ego pour devenir un joueur de catch à peu près sympa, et 10 ans après, on a l'impression de revenir à la case départ. C'est d'autant plus bizarre que Thor a été particulièrement marqué par la guerre contre Thanos. Dans Endgame, il avait gagné un gros bide et clairement perdu quelques neurones pour témoigner de sa déprime de dieu, et à la fin, il partait dans l'espace pour chercher ce qu'il allait devenir aux côtés des gardiens de la galaxie. Bah tiens, ça aussi c'est complètement raté et foiré dans Thor 4. Est-ce que quelqu'un avait vraiment réfléchi à la suite de Thor en teasant ces Asgardiens de la galaxie à la fin d'Endgame? Est-ce que Taika Waititi a dû improviser à partir de ce bordel? Ou est-ce que tout le monde avait prévu qu'en fait ça n'allait servir à rien? Dans tous les cas c'est de la merde, c'est raté dans Thor 4. Ou alors si la petite réussite c'est de faire un film qui est vraiment déconnecté du reste, qu'on peut consommer tranquille, sans s'inquiéter d'avoir vu le reste et suivi le reste du MCU. À ce niveau, vu que le film Thor 4 n'a pas beaucoup de sens, bravo, vous pouvez y aller les yeux fermés et littéralement c'est même mieux. Quatrième raison, et on reste dans le problème avec tous les personnages, c'est celui de Jane, incarnée par Natalie Portman. Alors la faire revenir pour faire autre chose qu'être une potiche avec un livre de physique-chimie dans les mains, c'était une idée franchement amusante. Adapter la Mighty Thor des comics où le personnage se retrouve avec un cancer et le marteau de Thor, c'était une idée très amusante. Et franchement à ce stade, donner quelque chose à faire à une actrice comme Natalie Portman, c'était franchement la moindre des choses, soyons honnêtes. Mais surprise, tout ça est un triste gâchis. Alors déjà que Taika Waititi est pas foutu de tenir son film et son histoire basique de gentil versus méchant, alors comment imaginer qu'il allait faire quelque chose avec Jane? Et en plus avec Valkyrie dans l'équipe, c'est tout simplement un pot pourri puant avec trop de choses en parallèle, tout est mis au même niveau, si bien que plus rien ne compte dans le film. Et pourtant l'arc de Jane, c'était de l'or en barre. C'est une histoire d'amour potentiellement tragique, c'est aussi un boulevard pour les scènes d'action, puisqu'on a 2 Thor, donc double dose d'héroïsme à l'écran, et c'est un levier pour faire évoluer le personnage de Thor confronté à un alter ego. Mais
comme je suis méchamment honnête, je vais pas dire autre chose que c'est un ratage du début à la fin et vraiment je pèse mes mots. Les scènes qui racontent le début, comment Jane va se transformer en super-héroïne, c'est tellement mal écrit et monté que je me suis demandé à plusieurs reprises ce qu'on essayait de me raconter. Vraiment, je buguais sur le film, sur les plans, en me disant mais qu'est-ce qui se passe? Et les grands moments épiques, émotionnels censés conclure en grande apothéose tout ce qui se passe, ça m'a laissé le même sentiment de speed, d'imprécision, de bordel et sincèrement c'est assez honteux avec autant d'argent et de moyens. En fait ce bordel me rappelle un petit peu celui de Dark Phoenix, le X-Men complètement foiré, dans le sens où on a là aussi une foirade fascinante avec un personnage féminin qui aurait pu donner quelque chose de pourtant très beau et très fort au cinéma. Mais comme personne n'a pris la peine de réellement prendre ça au sérieux, que l'écriture n'ait pas été faite avec un minimum de cœur, de sensibilité, bref de talent, on a simplement une petite parenthèse nulle qui ressemble juste à une espèce de passage dans une kermesse de merde. Et j'aurais pu aussi consacrer une partie au méchant Gore incarné par Christian Bale. Je vais pas le faire parce que c'est à peine moins raté, c'est vraiment très générique. Je pense que tout le monde va probablement se toucher sur la scène d'intro parce que, grand Dieu, il y a 2 minutes, 2 miettes de dramaturgie pour donner vie à ce personnage, mais ça reste le niveau 0. Christian Bale a un arc de bad guy qu'on a vu 1000 fois déjà, et même lui, il peut rien faire de spécial avec ça, donc circuler, il n'y a rien à voir, et je ne parle même pas de ce qu'on pouvait en attendre vu le personnage de Gore dans les comics qui était vraiment super cool et assez intéressant. Enfin, dernière raison de trouver ça nul, et c'est là qu'on entre dans le territoire des spoilers, ça va spoiler sévère, je vais parler de la fin du film, donc merci de partir en courant avant de m'insulter, on entre dans les spoilers. Donc, Love and Thunder se termine avec un Thor qui passe un cap. Grâce au Joker d'Éternité, qui est une sorte de super entité cosmique qui dépasse toutes les entités cosmiques de l'univers Marvel, le méchant du film, Gore, ramène à la vie sa fille avant de lui-même crever. Et Thor, il décide de s'occuper de l'enfant de son ennemi. Jane succombe à son cancer dans un sacrifice héroïque final, mais le super-héros, il a gagné une fille symbolique. Thor est donc un papa, comme James Bond, comme Indiana Jones, comme plein de gens dans Star Wars, et je dirais même, si j'étais méchant, comme tout un tas de gens chiants dans la vraie vie. Et d'ailleurs, en parlant du problème des enfants, je rappelle que la moitié du casting a signé pour Thor 4 pour faire plaisir à leurs gosses. Nathalie Portman l'a dit, Christian Bale aussi, donc vraiment, ne vous fiez pas aux gosses. Il y a assez de films d'horreur qui l'ont démontré, donc soyons sérieux. Mais pour revenir au film, sauf si on a loupé un épisode, on n'a jamais vu Thor avec une fille symbolique ou pas dans les comics. Donc tout ça a été inventé par Marvel, alors pourquoi pas, vous allez me dire, adapter c'est trahir, c'est sûr. En revanche, qui a envie de voir ça? Qui a envie de voir Thor avec une gamine? Alors certes, Thor va avancer avec quelque chose d'inédit, mais qui a envie de voir ça? Moi, clairement pas. Pourquoi? Premièrement, si c'est aussi assumé que les Asgardiens de la galaxie à la fin d'Endgame, ça va servir à rien. Et deuxièmement, si c'est pour nourrir l'équipe des Young Avengers, ça fait peur. Parce que c'est sûr qu'entre Kate Bishop dans Hawkeye, Miss Marvel, la fille de Ant-Man, Miss America dans Doctor Strange 2, Ironheart, la fan d'Iron Man, qui va potentiellement prendre sa relève dans la série, c'est clairement un des objectifs du MCU d'avoir les Young Avengers. Peut-être que je suis trop vieux pour ces conneries, et franchement tant mieux, mais vraiment, moi je dis non parce que prendre des dérivés de tous les personnages existants pour les rajeunir, grâce à une relation de parent-enfant ou d'admiration et fan-attitude, c'est quand même sacrément flemmard et légèrement répétitif. En plus, comme cette mini Thor sort de nulle part, puisqu'en fait on l'a vu qu'au début du film, c'était une quasi-figurante pendant la première minute, on n'a aucune émotion, aucune satisfaction. Qu'est-ce qui nous reste à l'écran alors ? Thor qui fait un petit déjeuner, comme une scène de sitcom, avec une gamine qu'on a envie de baffer, parce que c'est un cliché de gamine dans une sitcom, sauf que c'est Thor et que c'est un blockbuster. Si je voulais voir Thor avec des gosses, j'irais juste voir des photos de lui, paparazzi, sur Google pour le voir en vacances à la plage. En gros, l'épilogue de Thor 4 est l'un des moins excitants depuis belle lurette, et c'est pas les scènes post-génériques qui vont arranger les choses. Puisque dans la première, on découvre qu'en fait Jane, elle est pas vraiment morte, enfin si, elle est dans le paradis des Vikings avec Idris Elba, autant je m'en bats les couilles, et Russell Crowe a signé pour plusieurs films, puisqu'en fait il revient, il est pas mort lui non plus parce que personne ne crève dans ses films à la con, et il envoie son petit Hercule se venger de Thor. Donc je suis censé en avoir quelque chose à foutre. Il serait franchement temps que Marvel se bouge le fion et refasse quelques scènes post-génériques vraiment amusantes et intéressantes, parce que si je retiens celle de Thor et celle de genre les Éternels, j'aime bien les Éternels, mais à la fin quand même rappelons-nous qu'il y avait une voix hors champ qui disait à Kit Harington un truc dont je me souviens pas, juste c'était Blade, et c'était tellement pas clair que la réalisatrice a dû le confirmer, voire l'annoncer en interview. Donc bref, tout ça pour dire que quand même les fins des Marvel récemment c'est quand même pas la joie, et il serait peut-être temps que ça revienne sur des rails et qu'à la fin de ces films on se dise waouh, j'ai envie de voir la suite. C'est pas arrivé depuis un long moment. D'ailleurs c'est amusant d'avoir en tête que Thor c'est le dernier des Avengers originaux encore en vie et qui a sa propre saga, puisque Hulk et Hawkeye n'ont jamais eu d'aventure solo et sont recyclés du côté des séries. Alors Marvel avance donc un peu en terrain inconnu avec l'exploitation d'un personnage sur plus de 3 films, à voir où ça ira, vu que Chris Hemsworth répète qu'il est prêt à continuer encore longtemps. Voilà, c'est la fin de mes 5 raisons sur pourquoi Thor 4 est raté. Alors j'ai hâte encore une fois de voir à quel point ça va énerver les gens, mais en même temps je me souviens que ça va beaucoup énerver aussi quand j'ai dit que les Éternels c'était vachement bien, donc voilà, je vivrai avec vos critiques, on survivra tous. Plus sérieusement, en fait, je vais le répéter, vraiment c'est important, notre job c'est pas de vous dire quoi voir, quoi aimer ou quoi penser. On donne des avis, des pistes de réflexion et on essaie de partager notre passion avec autant de sincérité et surtout de méchanceté que possible. Et si vous avez envie de voir Thor 4, évidemment, allez-y, tout le monde devrait toujours se faire son avis, c'est ça qui compte et qu'on défend chez Écran Large. Et si vous pensez qu'Écran Large
mérite d'exister et de survivre et que vous avez envie de soutenir notre média libre, indépendant et magique, vous pouvez le faire en vous abonnant. En plus de nous faire gagner des points de vie en nous envoyant de l'amour, cet abonnement vous donne accès à des dossiers exclusifs chaque semaine où on parle de plein de choses très différentes. Alors par exemple, on a parlé du western très violent Scalp, du nanar intersidéral Battlefield Earth ou encore du film français parfois un peu trop méconnu, La Cité de l'Indicible Peur. Le lien vers cet abonnement est en description de la vidéo. Mais même sans ça, si vous continuez simplement à nous lire, à nous regarder, et j'ose rêver, regarder les vidéos en entier et que vous êtes encore là en train de m'écouter, on vous dit merci, parce que ça c'est vraiment très important et on y fait attention. Et moi je vous dis à bientôt parce que je reviens très vite vous parler de la série Resident Evil sur Netflix. Bon courage à nous, salut. Stop!